Bonjour à tous, bienvenue à 10 questions pour mon praticien Ayurveda et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Françoise qui vogue donc sur la France, la Suisse et l'Inde si j'ai bien compris. Donc bonjour à toi. Bonjour Nelly, bonjour tout le monde. Donc merci à tous d'être présents et merci également à toi. Donc est-ce que tu pourrais déjà brièvement te présenter et présenter ton activité? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, au départ, moi, je suis toujours d'ailleurs, mais je suis toujours praticienne, psychologue clinicienne au début. C'est vraiment mon premier métier, sachant que je n'ai jamais vraiment pratiqué la psychothérapie de manière très conventionnelle, en tout cas pas comme je l'ai appris sur les bancs de l'Uni de psy. Et j'ai travaillé très longtemps dans les instituts psychiatriques, enfants, adultes, petits-enfants aussi. Et très tôt, depuis dans mon parcours, je me suis toujours intéressée à d'autres formes de guérison et de soins, en fait, les plantes, l'aroma, j'ai fait beaucoup de choses, des soins énergétiques, etc. Jusqu'à ce que je voulais en arriver là, l'Ayurveda arrive sur mon chemin. En fait, je voulais trouver d'autres formes de traitement à la psychiatrie, qui est vraiment au départ mon métier. Et je suis allée, sur les conseils d'un collègue, faire un premier cours d'Ayurveda en Inde d'un mois, cours découverte, parce qu'il m'avait dit, toi qui t'intéresses aux plantes médicinales, tout ça, tu devrais découvrir. Et c'est vrai que je connaissais l'Ayurveda, mais sans m'être penchée plus que ça dessus. Et voilà, donc je suis allée faire ce premier cours qui s'est enchaîné par plus tard un deuxième cours de 3 mois et puis plusieurs années où j'ai fait donc le cursus en médecine ayurvédique là-bas. Donc j'ai passé pas mal d'années à naviguer, comme tu le disais justement, entre la France, la Suisse et le sud de l'Inde. Voilà, en gros. Hein. Alors, la première question, qui est une question vaste, mais à la fois aussi personnelle. Toi, à titre personnel, pour toi, l'Ayurveda, c'est quoi? Ah oui, c'est une grande question. C'est comme prendre l'océan et puis essayer de le mettre dans une petite bouteille. Alors, l'Ayurveda pour moi, déjà, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Donc, si ça a changé la mienne, je me dis que ça peut changer la vie de beaucoup de personnes. Je parle sur le plan global, mais aussi de la santé. Hein. Ça a vraiment changé beaucoup de choses pour moi. Mais bon, voilà, pour revenir à plus théorie, quand on me dit Ayurveda, pour moi, c'est avant tout un système de médecine. C'est en tout cas ce qui vient tout de suite à moi. Médecine à la fois, alors médecine traditionnelle de l'Inde, médecine ancestrale, médecine holistique, médecine naturelle, tout ça c'est les mots qui me viennent, mais surtout médecine à la fois préventive et curative. C'est vraiment ce que j'aurais envie de préciser sur l'Ayurveda. Elle a ces deux aspects qui sont vraiment extrêmement intéressants. Et puis, au-delà de la médecine, c'est aussi pour moi un art de vivre. En fait, comme on sait, on peut vivre selon le mode ayurvédique, l'alimentation, etc. Donc voilà, c'est les deux choses en même temps. Une façon de vivre, mais avant tout une médecine. Ok. Deuxième question, comment, enfin, tu nous l'as déjà dit brièvement en te présentant, et quand es-tu arrivée à l'Ayurveda? Alors, il y a effectivement, donc j'ai commencé à l'expliquer il y a une quinzaine d'années, ça remonte à vraiment loin. Je pense que je faisais déjà de l'Ayurveda sans savoir que c'en était quelque part, en fait. Je me suis dit ça après. En fait, mon idée était très utopique. Quand je suis partie en Inde, je me suis dit, je vais aller apprendre les traitements psychiatriques par l'Ayurveda. Mais en fait, c'est un peu comme chez nous en médecine. On ne devient pas psychiatre en faisant que psychiatrie. On doit faire les études de médecine et ensuite se spécialiser en psychiatrie. Donc, c'est bien ce que j'ai compris. Et donc, je suis partie là-bas pour faire tout ce cursus depuis la base pour finalement arriver à intégrer les traitements pour le psychisme, mais pas seulement, puisque maintenant je traite tout. Donc je suis arrivée à l'Ayurveda par ce biais-là, cet intérêt pour la psychiatrie, il y a une quinzaine d'années. Et j'ai vraiment fait le choix de rester là-bas et d'étudier là-bas. C'était très important pour moi d'étudier à la source, en fait, de cette médecine et d'être là-bas. Voilà. Ok. Est-ce que tu te rappelles tes premiers bilans, tes premiers rendez-vous et qu'est-ce que tu en gardes? Pour les patients ou pour moi-même? Non, pour les consultants, oui. Pour les consultants. Euh,
Les premiers rendez-vous, j'en garde un très bon souvenir parce que, en fait, moi, j'ai appris l'Ayurveda d'une manière théorique, bien sûr. J'ai suivi les cours dans les hôpitaux, etc. Mais ensuite, j'ai eu la chance de travailler directement avec les médecins là-bas en étant en immersion, en fait. Du coup, j'ai appris sans apprendre, c'est-à-dire faire les bilans, c'est devenu quelque part naturel pour moi. Parce qu'à force d'en faire en étant accompagné, ben après on est de moins en moins accompagné. Et voilà, donc j'ai pas eu vraiment à me dire ah demain j'ai mon premier bilan. Ça s'est fait de manière assez logique. Mais non, ce que je garde comme souvenir, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait énormément à faire en fait. Les tout premiers bilans, j'avais l'impression que fallait observer, fallait écouter, fallait prendre le pouls, fallait regarder la langue, fallait voir comment la personne vivait, mangeait. Enfin, j'avais l'impression qu'on n'en finissait jamais et mes bilans étaient très très longs au début. Et maintenant, évidemment, je fais tout à fait la même chose, mais de manière avec l'expérience, ça va plus vite quand même. Hein. C'est plus organisé, voilà. Oui, beaucoup de praticiens disent bien qu'entre les tout premiers et les années d'expérience, le bilan en temps se raccourcit un petit peu, mais que les premiers sont très, très longs. En tout cas, c'est l'impression. La quatrième question, es-tu plutôt direct et ou visio? Et donc, je rappelle que tu es en tout cas en France, dans le 01 Saint-Nizier-le-Désert, c'est ça? Oui, je suis dans l'Ain, qui est tout près de la Suisse, puisque je suis franco-suisse, donc j'ai un pied dans chaque pays. Et donc, j'ai ma pratique essentielle est depuis le début à Genève, en tout cas pour la psychothérapie. Mais alors moi, je préfère le direct, bien évidemment. Étant psychologue, j'aime être dans la relation humaine, j'aime avoir la personne en face, voir comment elle réagit dans le non-verbal, toutes ces choses-là. Mais notre expérience Covid a changé bien des choses. J'ai été amenée, comme beaucoup de thérapeutes, à consulter en visio à la demande des patients, en fait, parce que pendant un moment, c'était la seule solution. Et finalement, j'ai découvert qu'on pouvait faire un excellent travail, hormis la prise de pouls, bien évidemment. Je trouve qu'à part ça, on peut tout faire finalement, même si j'ai pas le même plaisir, bien évidemment, ça remplacera jamais. Mais on peut très bien travailler en visio avec de très bons bilans. Donc aujourd'hui encore, je préfère le direct quand c'est possible, mais je me suis tout à fait adaptée à travailler autrement. Ok. La cinquième question, as-tu une spécialité ou un domaine de prédilection dans l'Ayurveda? Oui, alors je vais commencer par ce que je ne suis pas. Avant de dire ce que je suis. Non, disons que je ne suis pas une experte dans tout ce qui est soins corporels, massage. Je les ai appris, bien évidemment, durant mes études, mais déjà, ce n'est pas ce que je préfère faire, ce n'est pas ce que je fais le mieux, sauf les soins spécifiques plus médicinaux, comme les soins sur les yeux, les soins dans le nez, les choses plus au niveau du dos. Mais la bianga, les grands massages, ce n'est pas forcément ce que je fais le mieux. Donc, ma spécialité, alors, c'est déjà les cures ayurvédiques, parce que en Inde, déjà, c'est parce que ma pratique, elle est aussi en Inde, vu que j'ai un centre là-bas de cures ayurvédiques. Donc, les cures, je suis assez bien, effectivement, spécialisée là-dedans, puisque c'est ce que je fais depuis des années, une partie de l'année, accompagner les personnes en cure de Panchakarma. Mais quand je suis ici, c'est pas les cures, je suis très à l'aise avec euh, choisir le bon traitement, j'ai envie de dire, les bonnes plantes. C'est presque intuitif pour moi, mais je pense que ça vient aussi de les avoir manipulées aussi depuis le début, en fait, de manière. Par exemple, il y a des choses que j'ai appris, je ne sais pas forcément que je les ai appris, mais je les sais. Quoi donner pour une purge, en quelle quantité. Je ne suis pas passée par le fait de le mémoriser dans les cours, etc. Donc, je suis assez à l'aise intuitivement. Par exemple, si pour une problématique, il y a le choix entre 3-4 plantes, quelque part, je sais que je sais en moi quelle va être la bonne plante pour telle personne, en fait, parmi d'autres. Je ne sais pas, c'est comme ça que ça s'est développé chez moi. Voilà. Et puis la cuisine, Super. peut-être aussi, je suis assez à l'aise dans tout ce qui est l'utilisation des épices médicinaux, comment utiliser la pharmacopée à la maison pour se soigner en Ayurveda aussi. Super. Toi, à titre en tout cas personnel, qu'as-tu le plus gagné avant et après la mise en place, en tout cas la découverte de l'Ayurveda dans ta vie? Oui, alors c'est une bonne question. Je reviens sur ce que j'avais commencé à dire au début. Moi, avant de faire de l'Ayurveda, j'avais beaucoup de petits soucis de santé, pas graves, mais des choses. Depuis enfant, je digérais très mal, j'avais tout le temps mal au ventre quand j'étais petite.
À l'époque, on ne parlait pas tellement d'intolérance alimentaire, c'est venu plus tard, j'en sais même rien si j'en avais ou pas. Mais enfin bon, par exemple, j'étais souvent fatiguée, très fatiguée. Après, j'ai eu des enfants, bien sûr, mais je continuais d'être fatiguée sans raison. Et il n'y avait pas de raison d'être aussi fatiguée, même en travaillant, en ayant des enfants. C'était vraiment une fatigue, vraiment un manque d'énergie vitale quelque part. Enfin, des petites choses comme ça pour parler de mon expérience. Et en fait, tout ça, ça s'est magnifiquement réglé avec l'Ayurveda. Évidemment, j'ai vu plusieurs médecins en Inde, j'ai fait beaucoup de bilans, beaucoup de cures, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, grâce à l'Ayurveda, moi, je me sens vraiment en pleine forme. Moi, j'ai plus du tout de fatigue, j'ai plus de problèmes de digestion. Voilà, je profite vraiment chaque jour d'être aussi en bonne forme pour faire tout ce que je fais parce que je suis quand même bien active. Voilà. Super. Quel est, toi, ton rituel favori? Alors que ce soit de la dinacharya ou un quelconque autre rituel, mais est-ce que tu en as un dont tu te passes difficilement et que tu adores par-dessus tout? Alors, je suis pas une grande disciplinée des rituels, bien que c'est ce que je dis à mes patients de faire. J'ai l'honnêteté de dire que je suis pas, j'aime pas le rituel en tant que tel. Par contre, j'intègre toutes ces choses-là dans ma journée, mais ce ne sera pas forcément ritualisé comme l'enseigne l'Ayurveda. Mais je trouve que pour les patients, par contre, c'est important de commencer en étant bien ritualisé. Moi, c'est l'eau chaude, hein. Ça c'est vraiment la chose dont je ne peux pas me passer dès le matin quand je me lève et toute la journée jusqu'au coucher. C'est mon rituel super important pour ma santé déjà. Et puis, bah, c'est quand même lié à l'Ayurveda. J'ai fait mon cursus d'enseignante de Hatha Yoga pendant mes études aussi. Et donc, le yoga qui est quelque part les deux mains qui fonctionnent ensemble avec l'Ayurveda, c'est mon rituel aussi. C'est d'intégrer la pratique de yoga d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que si ce n'est pas les postures, le pranayama, la méditation. Cet aspect-là dans mon rituel est important. Mais sinon, oui, il y a des rituels que j'observe, comme se lever tôt, ne pas se coucher tard, toutes ces choses-là. Donc, c'est ritualisé, mais c'est pas forcément on fait ça, puis après on fait ça. Mais c'est des bases que j'applique quotidiennement. L'eau chaude, les heures de coucher et de le repas, c'est très important pour moi. Oui. Ok, merci. Et à contrario, quels sont tes écarts ou en tout cas ce qui ne serait pas très ayurvédique dans tes habitudes? Ah ben, je suis peut-être plus sage que je ne le pense parce qu'en réfléchissant, je me dis je suis quand même drôlement disciplinée sans le savoir. Qu'est-ce qui n'est pas très ayurvédique en bonne Suissesse aussi, je dirais mon amour du chocolat n'est pas très ayurvédique. Je suis amateur de chocolat et voilà, j'aime manger du chocolat, mais je ne mange pas non plus une tablette par jour. Qu'est-ce qui n'est pas très ayurvédique de pas toujours contrôler. Moi, je suis dominante de Vata et je trouve que je suis pas, même si je sais faire, là on se parle, on voit pas mon bureau, mais mon bureau c'est typiquement un bureau bien Vata. Il y a des papiers dans tous les sens. Voilà. Donc de ce côté-là, je suis pas très ayurvédique, même si je sais que pour une bonne Vata, il faudrait avoir les papiers bien rangés, les livres. Voilà, c'est mon côté pas ayurvédique, ça. Donc, je rappelle bien entendu à tout le monde, par exemple, pour l'exemple du chocolat, tant qu'on n'est pas aussi dans l'excès et qu'on y prend un certain plaisir, c'est pas forcément non Ayurveda à 100%. Donc, c'est vrai que cette question est toujours pour rappeler aux gens que même les praticiens ne sont pas parfaits et qu'il ne faut pas idéaliser et que le but est de tendre autant possible vers un certain équilibre, mais que voilà, la perfection n'est point, on va dire. C'est pas le but ultime. Quelles sont toi tes envies ou tes projets pro à venir si tu en as? Mes projets pro, alors c'est peut-être développer, alors les cures en Inde, ça fonctionne, les consultations ici aussi, tout ça, ça roule bien. J'ai un projet à mon cabinet, mais ça ne sera pas pour la visio, c'est vraiment de développer une partie que j'ai appris en Inde qui est, je ne sais pas comment le traduire en français, en anglais c'est la beauty thérapie, c'est-à-dire tout l'aspect de la beauté pour la femme par l'Ayurveda, donc avec l'utilisation des cosmétiques utilise naturel en Ayurveda, des plantes pour soigner la peau. Et c'est aussi une manière de pratiquer l'Ayurveda. Donc j'ai le projet d'aller, j'aimerais vraiment, parce que j'adore ça, installer une espèce d'institut de beauté ayurvédique dans le sein de ma pratique. J'adorerais ça, proposer autre chose que le côté médical ou le côté hygiène de vie ou le côté
côté, voilà, cette approche de l'esthétique pour la femme me plaît beaucoup. Et sinon, c'est la formation parce que voilà, ça fait quand même longtemps que je pratique. J'ai déjà j'enseigne déjà dans une école à Paris, plusieurs modules, mais j'aimerais vraiment, parce que je trouve que c'est important à un moment donné, j'ai la chance de considérer que j'ai été extrêmement bien formée et je trouve que c'est important de transmettre à un moment donné. Voilà, donc il m'a manqué le temps pour l'instant de mettre en place des cursus de formation, mais j'aimerais beaucoup transmettre ce que j'ai appris, que j'ai eu la chance d'apprendre en fait. Super. Je reviens sur le fait que tu aies parlé de la beauté. Je me trompe peut-être, mais d'ailleurs, tu n'avais pas fait une intervention durant le sommet de l'Ayurveda à ce sujet-là? C'est bien possible que oui, je ne me rappelle plus forcément de tout ce que j'ai dit. Alors, pas celui de 2022, mais celui de 2021. Mais j'ai un petit doute, mais il me semble. Enfin, j'adore ça, moi, ne serait-ce qu'on parle de la rose, rien que ça me fait vibrer. Et puis on le fait quand on est en Inde, on fait beaucoup de soins de beauté traditionnels là-bas, donc c'est vraiment. Oui, je suis beaucoup de médecins indiens sur Internet, dont une qui parle beaucoup des rituels beauté des Indiennes. Et oui, apparemment, c'est vraiment intégré dans leurs habitudes du quotidien, que ce soit un massage crânien pour prendre soin du mental et des cheveux, etc. Et j'ai remarqué que chez eux, c'était très présent. Et puis c'est expliqué dans les Védas, quand on étudie l'Ayurveda là-bas dans les textes, en fait, il y a tout un chapitre qui parle de ça, en fait, comment la femme est supposée prendre soin d'elle le matin, s'occuper de ses cheveux, mettre des bijoux, enfin, c'est vraiment expliqué en quoi c'est utile et bénéfique pour la personne, pas juste pour le côté superficiel et d'avoir l'air jolie, quoi. C'est plus profond que ça, en fait. Voilà. Oui, en Ayurveda, on est rarement dans le superficiel quand même. Tout a un sens, on va dire. C'est ça. La 10e question, qui souhaiterais-tu voir passer à son tour en interview? Aurais-tu un nom à me donner? Certainement. J'ai un collègue, mais si je le cite, il va me tuer, donc je sais pas. Mais je le cite quand même. Non, il va me tuer parce qu'il est très discret et il se met jamais en avant. Et c'est un collègue qui est près de la Suisse, mais en France, ce qu'on appelle la France voisine, frontalière de la Suisse. Donc il est à Divonne-les-Bains et il s'appelle Laurent Cussot. Et Laurent, je travaille avec lui puisque parfois j'ai des protocoles assez compliqués. Il a été très très bien formé en Inde aussi. Je n'hésite pas à dire qu'au niveau soins, techniques de massage, c'est probablement un des meilleurs thérapeutes que je connaisse et que j'ai pu côtoyer proche de là où je suis. Et il est très discret et on ne le voit jamais ni sur les réseaux sociaux, ni. Alors voilà, j'ai balancé son nom et on verra bien. Il aura le droit de refuser, je force personne. C'est ça. Alors, il y a toujours 2 questions bonus, la question du précédent et la question que toi, tu souhaiteras poser. Donc, la question du précédent, c'était Morgane Vasoni qui est passé avant. Et lui, sa question était comment vois-tu la dimension spirituelle de l'Ayurveda? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis ou pas également, ou est-ce que tu es purement dans le médical? C'est une bonne. Je connais Morgane quelque part, il a toujours des questions très. On est très proches parce que lui aussi, il est dans la psychiatrie et psychologie ayurvédique. Donc, alors pour moi, la médecine ayurvédique, elle est avant tout spirituelle. Donc, pour moi, c'est même indissociable. Quand on dit ayurveda, on dit spirituel. Il n'y a pas de. On le voit très bien quand on est en Inde, les thérapeutes, les médecins prient avant chaque consultation, avant de donner chaque soin. Donc pour moi, c'est avant tout spirituel. Mais pour être plus précise dans la réponse, en fait, la guérison d'un patient, elle passe par tout ce chemin-là avant d'être dans le corps. En fait, quelque part, elle se passe à un autre niveau. Dans ce sens-là, cette médecine est profondément spirituelle, c'est-à-dire que on n'hésite pas, ici ça se fait moins, mais on n'hésite pas en Inde à envoyer un patient au temple, faire des cérémonies de purification ou consulter un astrologue védique pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau cosmique par rapport à cette pathologie. Donc tout ça, c'est ce qui est pour moi très spirituel et unique dans l'Ayurveda. Donc je ne peux pas dissocier l'Ayurveda de la spiritualité parce que
pour moi, c'est la source, en fait. C'est son essence même. Voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Moi, je dirais a priori, oui, c'est bon. Non, Et peut-être donc, toi, pour préciser, excuse-moi, ce qui me vient maintenant, en fait, je pense qu'un praticien ayurvédique, ou un médecin ayurvédique, c'est un mélange entre la connaissance et l'intuition. Si on n'est que dans la connaissance, on peut être un excellent praticien, mais pour moi, je pense qu'il va manquer quelque chose. Et si on n'est que dans le côté intuitif, évidemment, ce n'est pas sérieux non plus. Donc, je pense que j'ai vu là-bas, par exemple, des très, très grands médecins védiques qui sont vraiment une incarnation de ce que je suis en train d'expliquer, c'est-à-dire qu'ils ont cette connaissance et en même temps, leur prescription est comme une méditation, en fait. Ça, c'est le côté spirituel de l'Ayurveda, en fait. Ils vont se connecter à une source très profonde et de là va venir toute la médication pour le patient, en fait. Voilà. Ça précise un peu l'aspect spirituel. Je pense que c'est probablement là aussi qu'on voit le degré peut-être d'implication et de capacité à pratiquer du praticien, comme toi, par exemple, qui disais tout à l'heure qu'il y a des choses que tu faisais qui étaient déjà ayurvédiques sans même le savoir et qui fonctionnent aussi à l'intuitif. Et moi, là, je vois, par exemple, là, je suis en plein dans mes cours sur les marmas et je masse intuitivement mon entourage depuis que je suis en CP. Hein. Donc, moi, c'était très jeune, en primaire. Et là, quand je vois les points, je suis hallucinée par le nombre de points que je massais déjà intuitivement depuis que j'ai 7 ou 8 ans, quoi. Donc, c'est assez marrant de voir comme quoi, là, la connaissance rejoint l'intuition et tout prend finalement un sens et sa place, en fait. Moi, il y a vraiment des plantes qui me parlent. Je ne sais pas d'où ça vient, cette histoire, probablement d'une autre vie antérieure, mais il y a vraiment des plantes. Parfois, je suis en consultation, je n'ai même pas fini mon bilan. La plante, elle est déjà en train de m'appeler à l'oreille. Elle me dit, et après, il suffit que je vérifie dans mes bouquins si je ne me suis pas trompée ou si c'est bien ça que je veux pour tel patient. Et 10 fois sur 10, c'est juste. Donc maintenant, voilà, c'est plus besoin de vérifier, quoi. Mais c'est vraiment assez surprenant. Je peux comprendre. La joie, moi, j'ai été vraiment bluffée sur l'histoire des marmas. Ah, mais ce point, je l'utilise. Ah, mais ce point, je l'utilise. Mais ce point, je l'utilise aussi. Ah bon, d'accord. Ça a un sens. C'est ça. Et donc, toi, quelle serait la question que tu souhaiterais poser au prochain passage? Alors, une question. Moi, je me questionne plus sur l'avenir de l'Ayurveda en Occident. C'est vu que je partage ma vie entre ici et là-bas. Je vois très bien ce qui se passe là-bas, comment l'Ayurveda évolue là-bas, en tout cas dans l'Inde du Sud où je suis. Je vois aussi des choses ici qui me plaisent et d'autres qui me plaisent moins. Et ma question, c'est comment va-t-on intégrer l'Ayurveda ici en France dans les 10 prochaines années, si j'étais visionnaire et que je pouvais voir jusque-là, comment sera intégré l'Ayurveda dans la pratique des praticiens déjà, mais aussi des gens, des patients. C'est un peu sur l'avenir de tout ça que je me questionne, voilà, sans que ce soit vraiment une question précise, mais comment ça va évoluer tout ça en fait. Voilà. Donc, la prochaine personne qui passe, lui demander comment elle pense que l'Ayurveda sera intégré en France dans les 10 prochaines années. Oui, son évolution ici, oui, tout à fait, c'est ça. Intéressant. Ok, eh ben, c'est noté. Question très intéressante. Et oui, c'est vrai que là, on est en pleine, il y a beaucoup d'évolutions et beaucoup de choses qui bougent. C'est ça. Eh bien, merci à toi. Merci à tous ceux qui ont été présents. Donc, je rappelle, tous les premiers et troisièmes mardis du mois en diffusion sur YouTube et sur Facebook à 20h. N'hésitez pas à vous abonner soit à la chaîne YouTube, soit sur Facebook pour voir les dernières sorties. Et donc, merci à Françoise pour ta présence et encore merci à tous d'être présents et de visionner ces vidéos. Merci à toi pour l'organisation. Merci à tout le monde et à très bientôt. Au revoir à tous. Merci. Namasté. Au revoir.